Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un petit peu plus technique que d'habitude, mais qui, je pense, peut intéresser un certain nombre de gens. Donc, le sujet du Moyen Âge, et en particulier de ce qu'il veut dire pour nous. Alors, je dirais pas débunker des clichés, parce que cette chaîne n'est pas une chaîne vraiment de débunkage, et je n'ai pas envie de me faire chier à vous apporter un matériau, disons, un cours ou un matériau scientifique ou technique très précis qui prouverait quoi que ce soit. Voilà. J'ai vraiment pas envie de partir dans cette direction-là pour cette chaîne. C'est pas mon but. Mon but, c'est de faire réfléchir, c'est de lancer des pistes de réflexion, de lancer des questions, et peut-être d'intéresser des gens à des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé à s'intéresser auparavant. Et donc, concernant le Moyen Âge, je vais essayer quand même de montrer euh, toutes les représentations qu'on peut en avoir et donner vraiment des pistes de réflexion sur ce qu'était le Moyen Âge réellement. Parce qu'aujourd'hui, le Moyen Âge, en gros, il y a deux manières d'aborder le sujet, mais qui, à mon avis, se rejoignent un peu en fait. La première, c'est la légende noire. Donc, c'est le Moyen Âge, c'est une époque absolument horrible, de stagnation économique, de stagnation scientifique, où l'Église empêchait les vrais scientifiques je dirais, d'émerger, d'éclore et de produire quelque chose qui amènerait au progrès de l'humanité. Et bon, et de l'autre côté, une légende dorée du Moyen Âge qui consisterait à dire finalement, alors c'est surtout ça chez Papacito et consorts, cette idée, voilà, le Moyen Âge, cette période de virilité, de brutalité, mais à la fois aussi d'une forme de symbiose sociale. Hein. C'est-à-dire qu'on imagine que parce qu'on a cette idée d'une société tripartite, de la noblesse, du clergé, du tiers-état, qui a été renversée à la Révolution. Et on imagine du coup que le Moyen Âge, c'est cette idée d'une société qui ne bouge pas, une société qui reste la même et dans laquelle chacun a sa place de manière presque naturelle en fait. Euh, et en fait, les deux idées sont fausses. Et on pourrait aussi essayer de se demander en quoi en fait elles ne sont pas un peu les mêmes. Ces deux clichés. Euh, alors vous allez me demander pourquoi je m'intéresse au Moyen Âge, pourquoi cette période en particulier. Et bien parce que je pense que cette période en fait, elle nous détermine beaucoup, 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 beaucoup plus que ce qu'on imagine. Sans le Moyen Âge, il n'y a pas l'Occident en fait. La naissance de l'Occident, la naissance de l'Europe, c'est le Moyen Âge. C'est pas l'Empire romain, c'est pas la Renaissance, c'est pas l'humanisme, c'est le Moyen Âge. Et je vais essayer un peu de donner des pistes. Encore une fois, je ne vais pas rien démontrer, je ne suis pas historien, mais j'ai quelques petites choses à vous partager là-dessus. Alors, d'abord, D'abord, par quoi vais-je commencer Donc d'abord, qu'est-ce qui m'a fait le plus réfléchir sur cette période? Je pense que le meilleur livre que j'ai lu sur le Moyen Âge, c'est un livre de Georges Duby qui s'appelle Le temps des cathédrales. Donc voilà, donc je vous renvoie à ce livre. Alors, je pense que c'est tellement bien écrit, bien expliqué, intéressant, neutre, objectif, etc., 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 que c'est difficile vraiment de passer à côté de ce bouquin. Et donc là, j'ai des notes sur Georges Duby que je vais lire en même temps que je vous parle, et je vais essayer de vous les redonner de manière tout en faisant un espèce de commentaire et d'essayer de voir où ça peut nous amener en fait. Donc le Georges Duby, en fait, alors la thèse globale de Georges Duby, c'est qu'en fait, il distingue deux périodes dans le Moyen Âge. Et alors quel Moyen Âge déjà de quel Moyen Âge on parle? Georges Duby s'intéresse disons, je dirais, du Xe siècle au XIIIe siècle, au XIVe siècle, allez. Donc ça fait quand même 400 ans. Donc il s'intéresse à cette période-là, déjà. Donc on n'est pas en l'an 500, on n'est pas à la chute de l'Empire romain, on n'est pas non plus à la Renaissance, on est assez loin de la Renaissance. Et en fait, cette période-là, il va montrer, donc de l'an 900 à l'an 1300, il va montrer que, en fait, elle peut être comprise en deux, même pas deux périodes, mais deux mouvements presque contradictoires qui vont traverser la société à ce moment-là et, et qui vont conduire, enfin, qui amènent à des images de la société, mais complètement différentes. Le mouvement des monastères et le mouvement des cathédrales. Et on va voir que c'est totalement différent. Et qu'en fait, quand on pense au Moyen-Âge et qu'on imagine le Moyen-Âge, en fait, on imagine soit l'un, soit l'autre, et parfois les deux en même temps sans vraiment s'en rendre compte, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Alors, je vais essayer très rapidement de vous montrer mes notes sur le Moyen-Âge, sur Georges Duby en particulier, parce qu'il y a plein de bouquins dont on pourrait faire la liste sur finalement les bonnes ressources pour comprendre le Moyen-Âge.
Mais je pense que vraiment ce livre est le meilleur livre que j'ai lu sur le Moyen-Âge. C'est Georges Duby, Le temps des cathédrales. Alors, donc déjà, euh, euh, en l'an 1000, l'Occident est en retard. Ça, c'est vrai. D'après Georges Duby, ça, c'est vrai. C'est pas, on peut pas dire que c'est un truc... on peut pas dire que ce soit vraiment un mythe, quoi. Il y a une réalité d'un univers en l'an 1000 qui est principalement rural, assez pauvre et assez clairsemé. Euh, donc on est dans un monde vraiment segmenté, fragmenté en fait. C'est-à-dire fragmenté dans une série de localités où les seigneurs finalement font la loi sur leur paysage, leur paysage le plus, je dirais, le plus, le paysage proche quoi. Alors, mais ce qui s'est passé avant ça, en fait, c'était pas du tout, parce que ça, c'est ce qu'on imagine qui s'est passé après l'Empire romain. C'est-à-dire, on imagine l'Empire romain s'effondre, et boum, on est au Moyen Âge. C'est-à-dire, on est à l'époque presque féodale. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a eu quelque chose avant qui était la Renaissance carolingienne. Et la Renaissance carolingienne, l'Empire carolingien, c'était déjà une réunification de l'Europe, en fait. Et ça, on le sait, c'est pas qu'on le sait pas. Je veux dire, tout ce que je vais dire là, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce que je vais dire là, il n'y a rien de caché. Il y a pas de, c'est très facile à trouver comme information. Mais quand nous, genre, vous demandez à quelqu'un dans la rue, parle-moi du Moyen-Âge, et bah, il va pas du tout vous présenter les choses comme ça. C'est-à-dire, il va vous dire en gros, l'Europe a été unifiée jusqu'à l'an 500, et puis après plus. Et puis après, au XVIe siècle, grâce à la Renaissance et à l'humanisme, en fait, les intellectuels de toute l'Europe se sont réunis pour créer la nouvelle science et pour amener le monde dans la voie du progrès, quoi. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Donc, à la fin de l'Empire carolingien, euh, donc il y a encore des empereurs. De toute façon, l'Empire romain germanique n'a jamais vraiment, enfin, en tout cas, jusqu'à Napoléon, je pense. Ouais, jusqu'à Napoléon, l'Empire romain germanique a toujours été là, en fait. C'est juste que son influence et son pouvoir a un peu varié, quoi. Mais, mais déjà, à l'époque, l'idée que le Moyen-Âge... Alors déjà, je pourrais vous parler de l'idée que le Moyen-Âge est une époque illettrée, en fait. Et donc ça, c'est évidemment pas vrai. De la même manière, je sais pas pourquoi, il y a cette idée que la Renaissance, c'est la redécouverte de l'Antiquité. Alors ça encore, là encore, on est dans le cliché total et c'est totalement faux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des auteurs antiques qui ont été redécouverts à la Renaissance, bien sûr. Mais l'idée qu'on a oublié l'Antiquité, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je lis ici, je vais vous lire un passage, donc c'est de mes notes. Donc c'est l'empereur. L'empereur se doit également d'être un lettré. Donc l'empereur, en l'an 1000, il tient le glaive, hein, il tient le glaive de l'Empire romain. Mais il se doit aussi d'être un lettré. Un chroniqueur de Limoges décrit le duc d'Aquitaine. Donc le gros... Je sais pas, alors... Je crois qu'on parle d'Othon III, là. Ouais, je pense que c'est Othon III dont on parle. Donc il conserve dans son palais quantité de livres, et si par hasard la guerre lui laisse quelques loisirs, il les consacre à lire lui-même, passant de longues nuits à méditer parmi ses livres jusqu'à ce que le sommeil vienne le terrasser. Et donc Othon III, il lisait, et pour lui la culture, c'est-à-dire qu'il devait avoir un contact avec la culture, exactement comme nous, mais la culture, c'était quoi que la culture pour eux? C'était la culture romaine. Donc c'était Virgile, Stace, Juvénal, Horace, etc., mais Boès, etc., etc., etc. Donc cette idée que le Moyen-Âge, c'est l'oubli de l'Antiquité, mais c'est absurde. C'est en contradiction totale avec ce qui se faisait à l'époque. Alors, donc les livres étaient tenus comme quelque chose de très très important, parce qu'ils valaient très cher, donc ça c'est normal. Et alors c'est là où je vais commencer à vous parler un peu du premier, la première direction dans laquelle le Moyen-Âge est parti à cette époque-là, qui est la direction féodale. Alors, la direction féodale, ça veut dire cette époque rurale où le roi n'a plus qu'un pouvoir symbolique et les vrais pouvoirs, ils sont locaux. Et c'est vraiment l'époque des châteaux forts, en fait, vraiment tel qu'on peut les imaginer. Remparts, fosses, la masse des serres protégées mais exploitées. Excusez-moi, camion à glace qui passe, ça me perturbe. La masse des serres protégées mais exploitées et qui ne combattent pas par manque d'entraînement et d'équipement. Et c'est sur une poignée d'hommes en armes que repose la paix publique. Et alors, cette époque, c'est l'époque des chevaliers. L'époque féodale, c'est l'époque des chevaliers. Donc les chevaliers, qui sont les chevaliers? Les chevaliers, de ce que j'en ai compris, c'est un peu comme une bande de racailloux, mais des nobles, et que la puissance ecclésiale tente de contrôler, parce qu'ils sont très violents, ils sont très masculinistes, très vaillants,
il valorise la vaillance, la force, le courage. Et en fait, ce sont pas les premiers-nés. Comme c'est pas les premiers-nés, ils n'ont pas la responsabilité du domaine. Et du coup, bah, ils se baladent. Donc ils se baladent à cheval et donc ils cherchent l'aventure. Je sais pas. Alors je regarde en même temps. La chevalerie, là donc. Et donc voilà, en fait, ils se baladent un peu dans le territoire et parfois de manière assez violente. Et donc en fait, l'Église, elle a pour but déjà de contrôler ces chevaliers. Elle a pour but de les faire aller là où elle veut qu'elle aille, quoi, qu'elles ne deviennent pas dangereuses pour elles-mêmes, pour les clercs. Et en fait, bien que le chevalier soit illettré à cette époque, on verra que l'image du chevalier, à la Renaissance, et ça c'est avec Castilion, si vous intéressez à la Renaissance, donc Castilion, le courtisan. Je ne sais plus le prénom, mais c'est Castiglione, le courtisan. Et c'est lui, il va parler du chevalier, et qu'est-ce que c'est qu'un vrai chevalier. Et donc pour lui, à la Renaissance, le chevalier c'est un lettré. Mais à l'époque, au départ, le chevalier c'est pas du tout un lettré. Donc c'est un petit peu comme si, Eazy-E ou Ice Cube, en fait, et bah, ils se baladaient comme ça, et puis ils étaient en armes, et puis du coup, ils avaient cette idée, voilà, du courage, de la vaillance, je sais pas, face à la police, et puis qu'en fait, des siècles après, on reprenne cet idéal, qu'ils aient pu incarner, mais que cette fois, ça devenait un idéal culturel. Donc c'est un peu ça la chevalerie. Donc cette époque-là, la période féodale, l'axe féodal, c'est aussi un axe, c'est intéressant parce que c'est un axe qui se repose aussi sur la représentation de Dieu. En fait, à cette époque-là, Dieu n'est pas encore un Dieu aimant et empathique et souffrant. Dans une époque où la violence est quand même, domine les relations sociales, de la même manière, Dieu sera perçu comme un peu comme un dieu païen, c'est-à-dire qu'un dieu colérique, puissant, qui incarne la force, qui incarne vraiment la force. Donc l'éducation, c'est encore là, mais l'éducation est encore importante. Mais Jésus est vraiment représenté comme un chef de milice, en fait. C'est une armée invisible qui combat les démons. Et c'est une époque où le centre de la vie sociale, enfin le centre, même pas pas le centre de la vie sociale, le centre de la vie culturelle et intellectuelle, c'est le monastère. Donc c'est pour ça que le premier livre de Georges Duby s'appelle Le Monastère, qui va de 980 à 1130. Alors, peut-être vous commencez à vous perdre un peu, vous demandez où je veux en venir, mais en fait, ça va s'éclaircir quand je vais vous comparer ça à l'époque des cathédrales. Et vous vous rendez compte que c'est totalement différent, qu'on a vraiment changé d'univers. Donc, le monastère... alors, pour parler des monastères, il faut vraiment parler de comment ils se représentent la religion. De ce que j'ai compris, c'est assez drôle parce que à cette époque, la manière dont ils s'imaginent la religion, la manière dont ils s'imaginent le salut, c'est pas quelque chose d'individuel. Le salut, c'est pas quelque chose qui va venir pour chacun d'entre nous de manière presque inconditionnelle. Le salut, c'est quelque chose qui s'achète. C'est quelque chose pour lequel on prie. Et c'est quelque chose qui se spécialise aussi. C'est-à-dire qu'on fait confiance. Et c'est vraiment comme une religion païenne. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux prêtres dans leur monastère pour prier pour la rédemption et le salut de tous. Et c'est la raison pour laquelle les nobles voulaient se faire enterrer près des monastères. Parce qu'il y avait cette idée presque énergétique que le salut de Dieu allait tomber, descendre sur les monastères et rebondir comme une onde autour du monastère et qu'il allait, une onde dont la puissance allait décroître au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Et c'est assez drôle, quoi, parce que c'est une représentation vraiment de Dieu qui est très physique et qui est très concrète. Et c'est pour ça qu'il était vraiment question à l'époque d'acheter la rédemption. Et c'était très, 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 très courant pour les nobles de cette époque de faire don de larges pans de leur fortune aux monastères. Et c'est ce qui explique que les monastères étaient aussi riches aussi. Parce que les moines recevaient des dons extrêmement importants pour que les nobles puissent notamment, pas seulement, mais notamment se faire enterrer dans les monastères ou près des monastères.
Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, mais bien après. Et ça, vous le verrez, ça c'est très intéressant. Alors, donc là, on est dans le monastère, on est dans l'art roman. Ça aussi pour mettre un peu les repères. Alors, donc, c'est là. Donc, les monastères, c'est vraiment le centre culturel et intellectuel. C'est là que s'écrivent les livres, c'est là qu'on lit, c'est là que. Voilà, il y a vraiment une spécialisation culturelle à ce niveau-là. C'est là qu'on existe, en fait. Pas du point de vue forcément politique, mais du point de vue culturel et scientifique et intellectuel. Et alors ça, je ne vais pas en parler. Alors, je vais vous parler maintenant des cathédrales. Et alors, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment étonnant quand on lit le livre, quand on voit à quel point il y a vraiment deux époques, donc qu'a décrit Duby. Donc, le Xe siècle, dont je viens de parler. Maintenant, on va parler du XIe siècle, en gros. Du 11e, ouais, plutôt 11e, 12e. Ouais, en gros. Et ça, c'est le siècle des cathédrales. Les siècles des cathédrales. Et alors, et alors, c'est totalement différent. Parce que autant le monde féodal, c'est un monde rural, autant le monde des cathédrales, c'est un monde urbain. C'est une époque d'essor économique. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ville sans essor économique. Je veux dire, c'est parce qu'on a réussi à dégager de l'excès, un surplus de production des campagnes, que du coup, les villes peuvent se remettre à exister en tant que centre politique, culturel, intellectuel. Et les cathédrales, c'est ça. Alors, il faut vraiment se représenter. Les cathédrales, à l'époque, une cathédrale, c'est comme aujourd'hui construire Ariane 5. C'est le même degré de difficulté technique, c'est le même degré déjà de coût. C'est extrêmement cher de bâtir une cathédrale. Le temps, c'est pas comparable parce que une cathédrale se construisait souvent en plusieurs siècles. Mais au niveau vraiment de l'envergure du projet, une cathédrale, c'est un truc massif. Et on a pu construire ces choses massives comme ça parce que l'Occident est redevenu riche, en fait. L'Occident s'est remis à être riche et stable, économiquement et politiquement. Et on n'aurait pas pu construire des cathédrales, des trucs comme ça avant. Enfin, ça n'aurait pas eu ça n'aurait pas été possible, en fait. Et alors, c'est dans un autre livre de Roland Bechmann qui parle des cathédrales et où il dit finalement, aujourd'hui, on ne saurait pas refaire les cathédrales. Est-ce que ça veut dire qu'on saurait, en tout cas, avec les moyens d'avant, on ne saurait pas refaire les cathédrales si on avait les mêmes moyens qu'eux? Et en fait, c'est même pas qu'on pourrait pas, c'est qu'on n'oserait pas. C'est-à-dire qu'il y avait une audace dans la construction de ces édifices qui est incroyable. Mais alors, pourquoi les cathédrales? Je veux dire, qu'est-ce que les cathédrales veulent dire? Pourquoi tout d'un coup on s'est mis à construire des cathédrales? Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors je vais essayer de donner là encore des pistes sur mes notes. Et il y a un truc très important, c'est l'idée que alors déjà, bon, la plus ancienne des cathédrales en France, c'est Saint-Denis, c'est la basilique Saint-Denis, et qui est où tous les rois se sont fait enterrer, en fait. C'est le tombeau des rois au départ. Et en fait, vers 1130, il y a un abbé très important qui s'appelle l'abbé Suger, qui va développer une nouvelle forme de théologie, selon laquelle Dieu est lumière. Et une cathédrale doit faire rentrer la lumière. Et c'est pour ça qu'il va chercher à évaser le plus possible, il va enlever le plus de matériaux possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des cathédrales, on a l'impression que c'est des flèches, parce qu'en fait, effectivement, ils les ont fait de manière tellement slick que du coup, ça répond parfaitement à cette idée, cette théologie que Dieu doit être mis en lumière. Et alors, il y a un autre truc que je ne vous avais pas dit sur les monastères, qui se met en rapport avec ça, en contradiction, c'est que les monastères, l'idée du monde médiéval dans les monastères et l'idée du monde médiéval féodal, c'est que la religion, c'est quelque chose qui se cache. La religion, c'est une activité d'élite. C'est pas du tout quelque chose comme aujourd'hui où la religion, on imagine, voilà, chacun sa religion. Non, c'est pas quelque chose d'individuel. C'est même pas quelque chose de collectif. C'est une activité d'élite. C'est-à-dire que les pauvres ne participent pas à la religion, en fait. Et d'ailleurs, les signes religieux leur sont largement incompréhensibles, en fait. C'est-à-dire le fermier du Quercy du XIe siècle, c'est très probable qu'il ne comprend pas la religion. Il entend l'abbé parler en latin, il ne comprend pas le latin. Et je veux dire, c'est pour ça que cette idée aussi
c'est là je vais pouvoir revenir sur un cliché, c'était l'idée que, par exemple, on voit les vitraux des cathédrales, et on imagine que ce qui a été dessiné sur les vitraux, c'était à l'adresse, adressé à la masse populaire pour qu'elle puisse comprendre la passion du Christ. Et en fait, c'est faux. C'est pas du tout pour eux. C'est pour l'élite, c'est pour les clercs qu'on a fait qu'on a dessiné les choses sur ces vitraux. On pensait pas du tout au peuple. Il n'y avait pas du tout comme aujourd'hui cette idée qu'on doit prêcher, enfin qu'on doit faire admettre au bas peuple les représentations théologiques. Ça n'avait pas d'importance à l'époque. Ça n'avait pas d'importance parce que le peuple ne participait pas à la religion, il n'y contribuait pas. Et là, c'est aujourd'hui, hein, ça c'est un truc qu'on a du mal à imaginer parce qu'aujourd'hui c'est tellement évident que la religion c'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose qu'on vit. Mais ça, en fait, ça c'est venu qu'au XVIe siècle. Ça c'est venu au XVIe siècle. Pas que d'ailleurs avec le protestantisme, mais même avec les différentes réformes de l'Église catholique elle-même. Et à l'époque, c'était pas du tout comme ça. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Et du coup, ce que j'allais dire, ouais, c'est que les monastères, ils cachaient les reliques. Là où l'abbé Suger voudra les montrer, il voudra les montrer au grand jour. Il voudra qu'on les voit. La partie la plus importante d'un monastère, c'est probablement la crypte. Et pourtant, la partie la plus importante d'une cathédrale, c'est l'autel. Et c'est ce qu'on voit. Tout le monde va le voir. Et ça a été possible culturellement parce qu'il y avait cette idée de la théologie lumineuse. Ça, c'est fou, quoi. Donc voilà, pour laisser passer la lumière, on va supprimer des murailles, on va utiliser la croisée d'ogive, on va éliminer le jubé, les reliques sont portées à la lumière, voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez fou, quoi, quand on y pense. On n'imagine pas aujourd'hui à quel point c'était... On a tout changé à cette époque-là. On imagine vraiment une époque de stagnation totale, alors que tout a changé très vite. Le monde est devenu urbain, quoi. Et la cathédrale, la cathédrale elle-même, elle est... Alors ça aussi, c'est si on comprend... Enfin, on ne crée pas de cathédrale dans les campagnes, en fait. Une cathédrale, c'est vraiment un produit de la ville. C'est un produit de l'essor urbain, de l'activité économique. Les gens qui créaient les cathédrales, les gens qui construisaient les cathédrales, c'était pas des esclaves, c'était pas des serfs, c'était des ouvriers spécialisés, respectés. Vous voyez ? Et on les payait, et ça coûtait cher. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout la même idée que de construire les pyramides d'Égypte. Les pyramides d'Égypte, c'est un tour de force dans leur dimension. Mais c'est pas tellement un tour de force dans le raffinement de leur forme. Les cathédrales, c'est juste un truc incroyable. Les cathédrales gothiques, c'est juste une merveille de raffinement et de précision dans l'architecture. Et d'arriver à faire tenir ça, quoi. D'arriver à faire tenir un truc qui est si aérien. Incroyable. Alors les cathédrales, c'est aussi un lieu intellectuel, c'est-à-dire qu'il y a une activité scolaire. La partie du cathédrale qui est le cloître accueille des étudiants. Et il y a différentes écoles qui sont en compétition les unes avec les autres. Et ça aussi, on n'imagine pas aujourd'hui. On imagine des cathédrales, on vient y prier. Non, pas seulement, on vient aussi s'instruire. Et donc, c'est à ce moment-là, voilà, qu'au XIIe siècle, le monachisme, donc le fait de travailler en monastère, est de moins en moins attirant pour les jeunes. Les jeunes, ils veulent plus se couper du monde. Ils veulent, au contraire, être au centre de la ville. Et donc ça aussi, c'est un énorme changement dans la pensée, quoi. Et c'est aussi le moment où l'Église, la représentation de Dieu va totalement changer aussi au XIIe siècle. Avec les cathédrales, Dieu va cesser d'être un Dieu presque païen, colérique, puissant, qui exprime de la force, qui exprime de la violence, mais ça va devenir vraiment Jésus souffrant. Ça va vraiment devenir Jésus souffrant à cette époque-là. Avec François d'Assise. Il va y avoir une valorisation de la pauvreté pour les moines. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on imagine qui ont été créées dès les évangiles. Et en fait, pour l'Occident, ça apparaît très tard. C'est vraiment Jésus dans sa pauvreté, Jésus souffrant, Jésus aimant, Jésus qui combat par la force du cœur. Et parce que l'homme gothique, ouais, c'est ça, l'homme gothique ne subit plus la nature, en fait. Il subit plus les mauvaises récoltes. Il devient agent de la création. Et en fait, c'est pour ça quand on dit la Renaissance remet l'homme au centre du monde. Non, l'homme gothique est déjà au centre du monde. Il est déjà au centre du monde. Et ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on a pu changer aussi la vision de Dieu.
Euh, ok, donc ça, c'était la cathédrale. Et donc le troisième temps, c'est le palais. Et ça, je vais pas trop en parler. Et je vais plutôt... ouais, je vais pas trop en parler de ça, je vais plutôt élaborer et je vais plutôt développer un peu sur ce que j'ai dit sur du coup les clichés du Moyen-Âge. Je vais essayer de revenir un petit peu plus simple. Donc, je me souviens que c'est Papacito, dans une de ses vidéos, qui disait la cathédrale, c'est un lieu où tout le monde entre par la même porte. C'est-à-dire que le roi, le pauvre, le noble, le fermier, etc., etc. Et du coup, la cathédrale, c'est un lieu d'égalité sociale. Et c'est complètement con. C'est absurde. Alors là, ça, on le trouve pas dans Duby, on le trouve dans un autre bouquin que je remettrai peut-être dans le commentaire, qui est l'idée, non, la cathédrale, c'est un lieu éminemment de distinction sociale. Alors je vous avais dit, il y a quelques minutes, qu'il était très important pour les nobles de se faire enterrer près de Dieu, le plus près de Dieu possible. Donc à une époque, c'était près des monastères. Et ben, c'est vrai aussi pour les cathédrales. Les nobles veulent se faire enterrer dans la cathédrale. C'est-à-dire le roi peut se faire enterrer dans la cathédrale, et la cathédrale elle-même refuse l'argent de bourgeois. Ça, c'est fou. Je crois que c'est à Amiens que l'évêque d'Amiens refuse l'argent de bourgeois qui, en échange, veulent se faire enterrer près de je crois, dans le cloître, et qui font des dons donc, pour construire la cathédrale. Et l'évêque d'Amiens refuse. Là, c'est vous dire. Donc, cette idée que selon laquelle le Moyen-Âge, non, mais en fait, le Moyen-Âge, c'est une égalité devant Dieu, mais connerie absolue, connerie monumentale. Euh, on imagine cette époque comme à la fois trop éloignée et à la fois trop proche de nous. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on imagine que c'était vraiment totalement différent de nous. Alors qu'en fait, non, c'était pareil. Il y avait des inégalités sociales monstrueuses, et l'argent était extrêmement important. L'argent était extrêmement important. Là, dans Dubide, je lis dans Bouvines, le dimanche de Bouvines, on voit que les chevaliers ne refusaient certainement pas de l'argent de leur suzerain. Ouais, c'était pas si différent qu'aujourd'hui, quoi. Alors on imagine la loyauté du chevalier qui a fait serment de loyauté, que c'est quelque chose de très pur, mais pas du tout. Non, pas du tout. Le chevalier il reçoit du territoire et puis il reçoit aussi de l'argent. De l'argent. Et donc ça, c'est pour un peu débunker un peu les idées de ce mouvement aujourd'hui qui essaie il essaie en fait de reprendre, Papacito, il essaie de reprendre racine dans le Moyen-Âge pour y projeter un certain nombre de fantasmes. Des choses qu'on trouve plus aujourd'hui dans le monde, ou en tout cas qu'on a l'impression de plus trouver dans le monde. Et du coup, on va les mettre dans le Moyen-Âge pour dire, mais au Moyen-Âge, il y avait tout ça. Il y avait cette idée de pureté de Dieu, il y avait cette idée de religion. Non, et ben non, en fait, malheureusement, c'était pas le cas. Et à l'inverse, voir dans le Moyen-Âge une époque de stagnation, où finalement ça a été à peu près la même chose de l'an 500 à l'an 1500, absurde, ça a totalement changé. Des renaissances, en fait, même l'idée de renaissance, je me demande même si elle est... Je me demande même si c'est une idée finalement si vraie. Enfin, je veux dire, quelle pertinence ça a aujourd'hui de parler de renaissance au XVIe siècle? Je suis pas trop sûr. Pour moi, il y a eu une renaissance carolingienne, il y a eu une renaissance gothique, il y a eu éventuellement une renaissance italienne, mais surtout, pour moi, la vraie renaissance, moi je dirais que c'est au XVIIe siècle. Pourquoi XVIIe siècle? Parce que c'est l'avènement de l'État-nation. XVIIe, XVIIIe, ouais, peut-être plutôt XVIIIe, si je réfléchis. Enfin, où, quand ont lieu les plus grandes découvertes scientifiques? Est-ce que c'est vraiment au XVIe siècle? Qu'est-ce qu'on a découvert au XVIe siècle en fait? L'Amérique. L'Amérique, c'est pas une découverte scientifique. Pas une découverte scientifique. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand on lit Machiavel, au XVIe siècle, donc, on se rend bien compte que Machiavel, il s'en fout de l'Amérique. La découverte de l'Amérique, il s'en fout, mais complètement, quoi. Castillon, je crois qu'il écrit en 1580, si je dis pas de bêtises. Donc l'Amérique a été découverte depuis bien longtemps. Il parle pas de l'Amérique. Ces gens-là, de quoi ils parlent? Ils parlent de Rome. Ils parlent de la latinité. Ils parlent de Juvénal, ils parlent de Cicéron, ils parlent de... C'est ça qui les intéresse. Les gens du XVIe siècle, ce qui les intéresse, c'est la latinité. C'est les latins, les grecs. Mais surtout les latins, surtout les romains. Qu'on ne s'y trompe pas. Machiavel, quand il fait un commentaire historique, c'est un commentaire sur le discours sur la première décade de Tite-Live. Hein, c'est pas un discours sur Platon. Donc ne nous trompons pas, c'est pas gréco-latin, c'est latin. Le grec, oui, mais surtout latin.
Donc, et ça c'est pareil. Là-dessus, Machiavel n'est absolument pas différent de n'importe quel intellectuel du Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin. Alors, Thomas d'Aquin, si on lit la Somme théologique, moi franchement, j'ai lu la Somme théologique, les 3 premières pages, j'ai l'impression d'être dans Aristote. C'est du Aristote en fait. Donc, dire qu'on a oublié l'Antiquité, je sais pas pourquoi on nous apprend ça dans les écoles. Qu'au Moyen-Âge, on a oublié l'Antiquité, qu'on l'a redécouverte au XVIe siècle. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est faux. C'est totalement faux. Je sais pas non plus pourquoi on n'apprend pas le Moyen-Âge, mais apprendre le Moyen-Âge, quoi, comme on apprend la Renaissance, l'humanisme. De la même manière, on voit souvent dans la Renaissance une espèce d'union de l'Europe dans les intellectuels qui parlaient tous latin et puis qui voyageaient, qui allaient étudier. L'un va étudier à la Sorbonne, puis faire une année en Italie, puis aller dans les Pays-Bas, puis aller dans les pays germaniques, etc. Puis aller en Angleterre, à Oxford, etc. Mais c'était pareil au Moyen-Âge. C'était pareil au Moyen-Âge. C'était vraiment la même chose. Enfin, du coup, je ne sais pas pourquoi on attribue des choses à la Renaissance qui étaient déjà là au Moyen-Âge, en fait. Alors, quant à l'art, alors c'est vrai que l'art a beaucoup changé dans la Renaissance. Et ça, on peut le lire dans c'est un livre de Georges Didier Huberman qui parle effectivement en particulier pas du Gréco, je dis des conneries, Fra Angelico. Georges Didier Huberman, il parle de Fra Angelico, et en fait, il explique qu'à la Renaissance, il va vraiment y avoir une différence entre... il va vraiment avoir une cassure entre l'art médiéval, qui est un art de la suggestion, de l'invisible, et l'art de la Renaissance, pour qui ce qui existe, c'est ce qu'on voit. Et ça, c'est totalement différent, quoi. C'est totalement... c'est un schisme intellectuel, mais très, très profond, quoi. C'est-à-dire que l'art de Fra Angelico, c'est pas de montrer Dieu, c'est de montrer qu'il peut pas être montré, en fait. C'est ça le truc. C'est pas de faire du figuratif. Il y a des choses dans Fra Angelico qui sont pas figuratives du tout. C'est pas du figuratif. C'est à la Renaissance qu'on va aborder cette idée que l'art doit être la représentation du monde. Et le monde, pas Dieu, pas... Non, le monde, ce qu'on peut voir. Donc il y a une espèce d'aplanissement des choses à la Renaissance. Alors de là à dire qu'il y a une régression, bien que c'est pas très difficile de sauter le pas. Une fois qu'on a compris ça, est-ce que c'est encore possible de dire que l'art renaissant, l'art italien de Raphaël est meilleur que l'art de Fra Angelico ou l'art médiéval qui a précédé? C'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile parce que d'un côté, on a l'impression que l'art médiéval est en fait plus mature, beaucoup plus mature par rapport à nous en tout cas. Par rapport à nous au XXIe siècle, où on aime bien cet art contemporain qui n'est plus figuratif, qui est une espèce d'art, alors soit pour suggérer, soit pour faire réfléchir, soit pour provoquer. Et bien l'art médiéval, c'était ça. L'art médiéval, c'est pas un art qui est destiné aux masses. L'art médiéval, c'est un art qui est destiné à la noblesse que constitue le clergé de cette époque. Et le clergé de cette époque, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un outil de méditation. Et donc, on lui fait un tableau de Jésus. C'est pas pour qu'il voie Jésus, c'est pour qu'il médite sur la vie de Jésus. Et que ça le fasse réfléchir. Ouais, nous, je pense qu'au XXIe siècle, on peut se rapporter à ça. C'est pas... on a été longtemps tenu en tenaille dans l'idée que l'art devait représenter le réel et rien de plus. Et en fait, aujourd'hui, on en revient un peu quand même avec le XXe siècle, avec Picasso, avec tous ces mouvements artistiques récents. Et du coup, voilà, donc le Moyen-Âge, pour ça, très 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 pertinent, quoi. Très 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 pertinent, quoi. Donc voilà, j'ai fait un petit peu un tour d'horizon. Alors, je recommande quoi? Je recommande Georges Duby, Le temps des cathédrales. Je recommande Philippe Bernardi, Bâtir au Moyen-Âge. Non, c'est pas Philippe Bernardi. Non, en fait, c'est pas celui-là que j'ai bien aimé. C'est Henri Krauss, L'argent des cathédrales. Pour montrer comment les cathédrales se construisaient et comment finalement il y avait des énormes enjeux politiques et financiers. C'est comme un film de Hollywood aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu mets 300 millions dans un film, t'attends pas à voir la liberté de l'artiste. Non, faut que le film se vende. Là, c'est un peu pareil. Quand tu mets, je sais pas combien à l'époque, c'était probablement des milliards d'aujourd'hui pour faire une cathédrale qui va se construire sur plusieurs siècles. La liberté de l'artiste, alors je pense qu'elle était plus présente, mais c'est pas une œuvre... De toute façon, quand vous voyez bien, quand on construit quelque chose dont le chantier dure plusieurs siècles, est-ce que vraiment la cathédrale qui est finie, c'est la cathédrale telle qu'elle était envisagée au début? Notre-Dame de Paris a été construite en 75 ans.
Déjà 75 ans, vous imaginez? Est-ce que vous pensez vraiment que dans 75 ans, on a gardé le même plan, les mêmes trucs? Bah peut-être que non en fait. Probablement pas d'ailleurs, c'est sûr que non. Donc c'est une époque, le Moyen-Âge, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une époque beaucoup plus mouvante que ce qu'on imagine. C'est pas du tout une époque statique, c'est une époque qui a beaucoup bougé au contraire. Il y avait plein d'aspects qu'on a de la vie d'aujourd'hui et qu'on retrouve dans le Moyen-Âge. Il faut pas croire que les gens, par exemple les serfs, étaient très contents de vivre le joug du Seigneur. Vous voyez, en l'occurrence peut-être du clergé, de manière ils étaient très contents et que ça se passait sans heurte. C'est pas vrai quoi. Il y avait des révoltes, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps. Et souvent, le peuple en appelait au roi pour venir le sauver d'un seigneur local qui, selon lui, abusait de ses pouvoirs. Euh, L'idée même de l'industrie, ça n'est au Moyen-Âge. Ça n'est pas du tout au XVIIe siècle. La première entreprise par action, c'est un moulin du XIIe siècle. Je ne me rappelle plus du nom, je m'excuse, mais c'est un moulin du XIIe siècle qui était vers Toulouse. Et voilà, c'est la première entreprise par action. XIIe siècle. Hey. Voilà, énorme changement dans la représentation de Dieu, énormément de changements dans l'essor économique, dans la technique, dans l'art. Tout ça, c'est tout ça le Moyen-Âge. Quoi. Alors, est-ce que c'est une époque dorée? Bah non, c'est pas plus doré qu'autre chose. Est-ce que c'est un âge sombre? Non, c'est pas non plus sombre qu'autre chose. Mais surtout, et peut-être c'est là où ça nous intéresse, nous, en tant que Français, c'est que l'art gothique, en fait, on l'appelait l'ars modernum, l'ars modernum, si je ne me trompe pas, mais aussi l'ars francigenum, l'art français. C'était un art vraiment d'Île-de-France qui a été ensuite copié partout en Europe. Mais en fait, l'art gothique, les cathédrales, bah, c'est français. Et c'est pour ça que j'en parlais dans l'autre vidéo. C'est que l'art gothique, c'est français. Du coup, si tu veux étudier l'histoire de France et que tu veux être fier de la France, étudie les cathédrales. Tu peux étudier la colonisation, ok, mais tu peux aussi étudier les cathédrales. Parce que finalement, c'est la France. Et d'ailleurs, on peut se demander si la Renaissance du XVIe siècle, est-ce que quand on dit Renaissance, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter le mot Renaissance italienne? Moi, c'est un truc que je me suis demandé. En fait, c'est une Renaissance de qui? C'est une Renaissance italienne. C'est l'Italie qui renaît à cette époque, c'est pas la France. C'est pas l'Europe, c'est l'Italie. C'est vraiment l'Italie, quoi. Et ça, on ne nous le dit pas. Alors, pourquoi? Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi faire imaginer que parce qu'on a découvert l'Amérique, tout d'un coup le monde a changé? Bah non, le monde n'a pas changé. Pas au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, ouais. Au XVIIe siècle, un peu plus, parce qu'on a commencé à conquérir l'Amérique. Mais qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre, les gens du XVIe siècle et du XVe siècle de l'Amérique? Ils s'en foutaient, mais totalement, quoi. Ça n'avait pas d'importance pour eux. Ça rentrait pas dans leur schème, en fait, de représentation du monde. En revanche, pour qu'on puisse découvrir l'Amérique, pour qu'on puisse construire des bateaux, pour qu'on puisse explorer, pour qu'on puisse avoir ce goût de l'exploration, du nouveau, et bah pour ça, il a fallu le Moyen-Âge. Parce que c'est le Moyen-Âge, c'est dans le Moyen-Âge qu'on observe vraiment le début de ce qu'on va appeler l'Occident, et qui est de ce désir de repousser sans cesse les limites, de voir même le monde comme sans limite. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là en fait que va se développer notamment l'optique. Les lunettes sont inventées au Moyen-Âge. Et c'est pas un truc c'est pas anodin en fait, c'est pas une invention, c'est une invention qui dit quelque chose sur le désir qu'on a de voir loin. De voir loin et de se représenter le monde comme un espace à conquérir. Comme un espace à conquérir. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est forcément présent dans notre peuple. Et ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais l'Occident naît au Moyen-Âge. Voilà. Et ça, on peut pas dire le contraire. Alors maintenant, revenons un peu sur les clichés mélioratifs sur le Moyen-Âge. C'est-à-dire, le Moyen-Âge, c'était une époque absolument fantastique où régnait la baston. Ça, en fait, c'est plus aujourd'hui qu'on veut amener dans le Moyen-Âge des choses que nous, on ne veut plus penser pour nous-mêmes. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, si aujourd'hui vous voulez faire un film sur le Moyen-Âge, vous allez être obligé de le représenter comme violent. Pourquoi? Parce que notre propre violence à nous, comme on ne veut pas forcément l'assumer, on va essayer de la déplacer, de la mettre, oui, mais ça, c'était les Moyen-Âge, ça, c'est loin, c'est autre chose. C'est une manière de dire que le Moyen-Âge, c'est l'autre. Et donc, c'est une manière de ne pas avoir à assumer ce que nous, on peut porter comme violence, ce que nous, on peut porter comme barbarie, ou comme illettrisme, ou comme... donc, du coup, on va le mettre sur le Moyen-Âge. On va s'imaginer que le Moyen-Âge, c'était ça. Ou la pauvreté aussi. Parce que comme on est des civilisations assez riches, et qui se reposent sur la richesse, on veut pouvoir se représenter, on veut pouvoir s'imaginer une époque, voilà, qui nous, comme un miroir
des contraires qui nous renvoient une époque qui est le contraire de nous, donc qui serait pauvre, qui serait forcément pauvre en fait. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'une autre civilisation, enfin, qui est notre ancêtre, mais qui est quand même qui est proche de nous, mais qui est quand même une autre civilisation, qui soit à la fois qui repose sur des principes totalement différents, et pourtant qui arrive pourtant à être une période riche, intéressante, culturelle, scientifique, etc. C'est pour ça qu'on se représente souvent le Moyen-Âge, on se représente souvent les gens comme habillés en brun. Jamais on les représente comme ils étaient vraiment habillés, et surtout les nobles, mais de 1000 couleurs différentes. De 1000 couleurs différentes. Et en fait, on voit, il y a plein de tableaux qui représentent alors je sais pas, alors est-ce que c'est réservé aux nobles ou est-ce que c'était pour tout le monde, je suis pas sûr là comme ça, mais en tout cas, ils étaient habillés dans des couleurs mais incroyables. Rouge, vert, bleu, mais c'était incroyable quoi. Et pourtant, on veut représenter le Moyen-Âge comme des gens qui s'habillent en brun, en gris. Là, c'était une période grise. Et on n'arrive pas à sortir de ça quoi. On n'arrive pas à sortir de ça, pour le meilleur et pour le pire. Parce que finalement, le Seigneur des Anneaux, c'est quand même quelque chose qui fait rêver. Donc il y a une espèce de mouvement contradictoire sur pourquoi en fait on veut à la fois y voir quelque chose qui nous ramène à notre propre violence, notre propre barbarie et pauvreté, et à la fois on y met des trucs qui n'y appartenaient pas vraiment. Par exemple, cette histoire de voilà, peut-être on veut retrouver l'honneur, le lien avec le ciel, un monde où finalement tout était expliqué, ou je sais pas, où tout était en ordre. Peut-être que c'est aussi la nostalgie de l'ordre en fait qui nous fait aller vers le Moyen-Âge pour retrouver ces choses-là, mais elles n'étaient pas dans le Moyen-Âge. Tout ça, c'est pas le Moyen-Âge. Et moi, ce qui m'intéresse, donc effectivement, c'est de comprendre pourquoi on voit ça dans le Moyen-Âge, qu'est-ce que ça dit de nous, et puis aussi ce que c'était vraiment et ce que ça peut nous apporter en fait. Ce que ça peut nous apporter, parce qu'il y a des choses du Moyen-Âge aussi qu'on a oubliées, quoi. Il y a des choses on sait plus trop faire, quoi. Et en fait, ça a été nous quand même. C'est ça qui est fort dans l'histoire, quoi. C'est que ça a été nous. C'est nos ancêtres. Donc on a quelque chose d'eux, en fait. Mais il faut pas le il faut pas le mépriser, quoi. C'est ce qu'on a. C'est une force énorme. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, mais ouais, je pense que c'est une époque hyper intéressante. Voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus, peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'est hyper important d'avoir à l'esprit toutes ces choses. Je vais mettre en commentaire sans doute une série de liens de bibliographie, et puis vous me direz ce que vous en pensez, et si vous-même, ça vous aura donné envie de vous intéresser au Moyen-Âge. Voilà, à bientôt, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.